Bonjour les parents qui cheminent. Égalité, source de rivalité. Oui, on a tendance à vouloir traiter nos enfants de la même manière, être sûr qu'ils reçoivent la même chose et comme ça, au moins, il n'y aura pas de rivalité entre eux, ils n'auront rien à justifier pour expliquer que oui, mais l'autre, il a plus que moi. Et pourtant, plus on cherche l'égalité et plus on entretient cette rivalité. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je sais, c'est un peu contre-intuitif. Remettons d'abord les choses dans leur contexte. Quand on parle de rivalité, en fait, c'est qu'on réfléchit à comment éviter les disputes entre les enfants. Quand on sent une rivalité entre nos enfants, c'est qu'on sent qu'ils se sentent pas bien à leur place. Et non seulement on est malheureux pour eux qui se sentent pas bien à leur place, qui trouvent pas leur place dans leur famille, mais en plus, cette rivalité crée des disputes dans la famille. Soyons clairs, ce n'est pas tout à fait le cas dans toutes les familles, même quand il y a des disputes entre enfants. Il y a en fait deux grandes catégories de disputes. Il y a les disputes qui découlent de cette rivalité et il y a les disputes qui découlent d'un manque de compétences en gestion de conflits. Parce que je fais une grande différence entre le mot dispute et le mot conflit. C'est-à-dire que j'ai une formation qui s'appelle « En finir avec les disputes dans la fratrie » dans laquelle j'explique que en finir avec les disputes, ça ne veut pas dire en finir avec les conflits, dans la mesure où dans la vie, il y a toujours des situations de conflit puisqu'il y a toujours des moments où nos besoins sont en compétition, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment et que parfois, nos besoins ne correspondent pas tout à fait à ce que l'autre voudrait. Par exemple, il y en a un qui a besoin de compagnie quand l'autre a besoin de calme et forcément, ça vient en compétition, donc il y a un conflit. La question, c'est de savoir comment on va gérer ce conflit. Est-ce qu'on va gérer ce conflit avec violence, agressivité, etc. Et ça veut dire transformer ça en dispute. Ou est-ce qu'on va réussir à gérer ce conflit en discutant, en ouvrant la conversation, en étant plein d'empathie, en écoutant le point de vue de l'autre, en sachant s'affirmer, etc. Et ça, ce sont des compétences de gestion de conflit. Et on voit bien que ça, c'est quelque chose qui peut manquer à nos enfants et même aux adultes, mais qui explique une partie des disputes. D'ailleurs, quand on se dispute, par exemple, avec quelqu'un au téléphone, ou bien qu'on se dispute avec quelqu'un dans la rue, ou etc., ça nous arrive, ça, de nous disputer avec quasiment des inconnus. Et ces inconnus-là, on n'est pas en rivalité avec eux en général. On se dispute avec eux parce qu'on n'a pas dans cette situation suffisamment de compétences de gestion de conflit pour nous permettre de voir un autre moyen de gérer ce conflit-là. Okay. Donc ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas de nous débarrasser du conflit, puisque le conflit par essence, il est logique qu'il existe dans certaines situations. Ce qu'on veut en revanche, c'est sortir des disputes et savoir gérer les situations de conflit avec bienveillance. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous parler du cas particulier où ces disputes découlent en réalité d'une rivalité. Donc on n'est pas seulement dans une question de compétences au niveau communication, au niveau relationnel, pour réussir à éviter le quiproquo et la logique classique de notre société qui est beaucoup dans le rapport de force de « je vais te démontrer que j'ai raison et toi t'as tort », mais c'est plutôt aborder une situation qui, avec une énergie de rivalité qui fait que en fait la personne qui est en rivalité avec l'autre, elle est dès le départ en fait dans un positionnement un peu de revanche. Elle cherche déjà parce qu'elle a du ressentiment par rapport à l'autre, elle cherche déjà à faire en sorte que l'autre se sente pas bien. Donc elle n'est pas en train de transformer son conflit en dispute par manque de compétences. Elle est en train de transformer son conflit en dispute parce qu'elle a l'impression que c'est ce qui va faire souffrir l'autre et c'est son but. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ces cas-là, il est important de travailler effectivement sur ce sentiment de rivalité qui existe dans la fratrie, parce que si ce sentiment est trop fort, ça dépend des fratries, ça, mais quand il y a un vrai grand sentiment de rivalité qui s'est installé entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, on va se retrouver dans une situation dans laquelle l'enseignement des compétences de gestion de conflit se heurte un peu à un mur, puisque dans le fond, l'enfant n'a pas envie d'apprendre ces compétences, puisqu'il ne veut pas sortir de la dispute en réalité. Ok ? Voilà. Donc, dans ces familles-là, et c'est souvent le cas quand les enfants sont très proches en fait, en particulier, il peut arriver des situations dans lesquelles l'aîné a du ressentiment envers le suivant qui est proche. Alors ça peut être l'aîné et le deuxième, ou ça peut être s'il y a un aîné qui a plusieurs années de plus que deux suivants, par exemple, on peut se retrouver avec un aîné effectif, même s'il ne l'est pas réellement dans la famille, puisque il est aîné par rapport au suivant. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire.
Toujours est-il que dans ces situations-là, il est classique, pas systématique heureusement, mais classique que le plus grand des deux enfants proches se retrouve un petit peu entre guillemets menacé par le suivant et cherche à prouver son importance à lui en essayant de montrer sa supériorité. Et en réalité, il est entré dans cette question de rivalité, comme si son propre rôle n'existait que s'il arrivait à montrer à tout le monde, lui y compris, qu'il était supérieur à l'autre, et donc en rabaissant l'autre autant que possible. Voyez, c'est ça un peu la rivalité, en tout cas le cas le plus classique. Or, une chose que nous, en tant que parents, on a tendance à faire en réaction à ça et qui, en réalité, entretient cette rivalité, c'est justement de chercher l'égalité. Parce que comme cette rivalité se traduit parfois par des plaintes de la part d'un ou des deux enfants sous l'angle de « oui, mais pourquoi lui, il a droit à ça et pas moi ?» on voudrait ne pas donner de point d'accroche à cette plainte-là en se disant qu'on va donner la même chose à chacun. Et ça, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, c'est contre-productif. Alors, pourquoi c'est contre-productif ? Là encore, il faut que je revienne un pas en avant. Avant de parler d'égalité, je vais vous parler de comparaison. La comparaison est une source de tension entre les enfants. Et si je pousse le cas de façon un peu caricaturale, vous allez bien le comprendre. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si je vais en face de mes enfants et que je dis ouvertement ton frère, il est beaucoup plus intelligent que toi, il est beaucoup plus gentil. Pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à faire les choses comme je te le demande, comme le fait ton frère ? Et pourquoi il faut toujours que je te répète 10 fois alors que ton frère, regarde, il est déjà prêt, etc. Quand je compare comme ça, forcément, je crée du ressentiment chez l'enfant à qui je dis ça. Et en réalité, même chez les deux. C'est-à-dire que je crée un ressentiment chez l'enfant auquel je dis ça, d'accord ? Puisqu'il se dit non mais ça va, mon frère lui il a toujours raison, il est toujours mieux, je vais lui montrer moi ce que ça fait d'être mieux, je vais montrer à mes parents qu'il n'est pas toujours mieux, je vais etc. Puis je vais me venger en fait contre lui. Mais même l'enfant qu'on valorise, imaginons qu'on dise ça non pas disons qu'il y a un grand frère et une petite sœur et que l'exemple que j'ai donné soit quelque chose que j'ai dit à la petite sœur. Bon, si je dis pas ça à la petite sœur mais que je dis au grand frère ah, qu'est-ce que c'est agréable de voir toute l'aide que tu m'apportes dans la maison, ta sœur, c'est pas elle qui aurait fait ça, par exemple. On pourrait imaginer que le fait de ne pas dire ça à la sœur, ça ne crée pas de ressentiment. Mais en réalité, on entretient dans ce cas le grand frère dans un positionnement de je t'aime parce que tu es mieux que ta sœur, parce que tu vaux mieux que ta sœur, et donc l'encourager finalement à continuer d'écraser sa sœur pour garder cette position-là. Voyez ? Donc tous les exemples que je viens de donner, j'espère que ce sont des choses que vous ne faites déjà pas chez vous, puisque là je vous ai donné des exemples de comparaison directe qui assez facilement semblent quelque chose qui va heurter la relation entre frères et sœurs. Vous êtes bien d'accord que si on veut fomenter entre eux une complicité, les encourager à être un peu l'un contre l'autre de cette façon-là, ça risque pas d'aider. D'accord, là on est clair. Le problème, c'est que cette comparaison, elle est parfois plus subtile que ça. C'est-à-dire que parfois, la comparaison est un peu implicite. Par exemple, je me souviens m'être attrapée moi-même dans une situation comme ça, où je m'adressais à ma fille, il y a plusieurs années, à dire « Alors, on n'attend plus que toi, tout le monde est déjà dans la voiture, qu'est-ce que tu fais ?» Bon, là, clairement, on sous-entend que ses frères et sœurs, en l'occurrence ses frères, puisque je n'ai qu'une fille, ont été plus rapides qu'elle, et donc on est également dans la comparaison. Ou bien quand on fait des comparaisons liées à l'âge, qui est très souvent le cas. Oui, mais toi t'es grand. Oui, mais toi t'es grand, ça sous-entend que on est en train de comparer à l'autre, et donc d'insister sur le fait que le grand, entre guillemets, vaut plus que le petit. Et bien sûr que c'est pas ce qu'on pense fondamentalement, mais c'est un message qu'on passe. Alors, je pourrais creuser ça, mais je vois que je n'arrive pas encore à ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, donc je vais accélérer un petit peu pour vous dire que quand je vous parle de comparaison, je crois que vous voyez bien l'idée que cette comparaison, elle va en fait entretenir la rivalité, puisque la comparaison, c'est en fait une source de compétition. En fait, quand on compare, c'est qu'on est en compétition. Et nous, ce qu'on veut fomenter dans notre famille, c'est pas l'esprit de compétition, c'est l'esprit d'équipe, justement, et de coopération, d'accord ? Donc, on va vouloir s'éloigner des comparaisons. Très bien. Maintenant, si je vais donc un cran plus loin et que je viens vers le principe de l'égalité, en réalité, voyez que mathématiquement, c'est la même chose. Parce que
pour savoir s'il y a égalité, il va falloir comparer. Donc si on cherche à apporter à chacun de nos deux enfants la même chose, c'est qu'on reste dans une démarche de comparaison, de voir s'ils ont la même chose ou pas. Et donc on les entretient eux-mêmes dans cette réflexion, dans cette observation de est-ce que j'ai la même chose que l'autre ou pas. Or, en réalité, cette égalité, elle n'est pas atteignable. C'est une utopie de penser qu'on va toujours, à chaque instant de la vie, donner la même chose à chaque enfant. D'abord parce qu'ils n'ont pas la même chose par définition, depuis qu'ils sont nés, ils ne sont pas dans la même famille, il y en a un qui est un aîné, il y a un autre qui ne l'est pas déjà, ils ont des parents qui sont différents parce que les parents ils ont évolué entre le premier enfant et le deuxième, ils ont des parents qui sont différents aussi parce qu'ils ne sont peut-être pas dans la même situation de vie, peut-être que le lieu d'habitation est différent, peut-être que le travail de l'un ou des deux est différent, bref, c'est pas la même vie, donc ils n'auront pas la même chose au même moment, ça c'est la première chose, c'est une réalité. Et parce qu'ils n'ont pas le même caractère non plus, d'accord ? Et de plus, non seulement c'est une réalité entre guillemets parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est une réalité aussi parce que c'est souhaitable en fait. Chaque enfant est différent, là je reviens sur le fait qu'ils n'ont pas le même caractère, chaque enfant est différent, a des envies différentes, a des besoins différents, et donc l'idée c'est d'apporter à chacun selon ses besoins. On n'est pas dans une question d'égalité, tout le monde doit avoir la même chose, bien que évidemment on grandisse dans une société qui nous apporte énormément ça. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de ce modèle. Vraiment, c'est ancré dans notre culture. Liberté, égalité, fraternité. Et d'ailleurs, à l'école, il y a énormément de choses qui sont fondées sur ce principe d'égalité. Bien que dans les programmes, on explique aux enseignants qu'il va falloir faire de la diversification en fonction du profil de chacun, on est quand même encore et beaucoup dans cette logique héritée de chacun doit avoir la même chose. Et c'est assez drôle d'ailleurs de continuer à entretenir ça quand les enquêtes prouvent que la France a, malgré ses grands principes d'égalité des chances finalement, un des taux de corrélation les plus forts entre le niveau social dont l'enfant est extrait et sa réussite scolaire. Donc finalement, notre principe d'égalité, il ne fonctionne pas. Et pourquoi il ne fonctionne pas ? Parce que l'égalité à la maison de toute façon n'a pas lieu et donc finalement, quelque part, ce qu'il faudrait, c'est plutôt non pas une égalité, mais une équité si on voulait donner l'égalité des chances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la grande différence entre l'égalité et l'équité, c'est que l'égalité, c'est que tout le monde a la même chose, quel que soit le contexte, entre guillemets, quelle que soit la personne qu'il est. L'équité, c'est que chacun va avoir ce qui correspond à son besoin. Et c'est en fait complètement logique. Il y a plein de cas dans lesquels on ne pose pas la question de l'équité, de l'égalité, pardon. On ne s'est jamais dit qu'on allait nourrir notre enfant de 5 ans de la même façon que notre bébé qui n'a que des biberons, que notre enfant de 15 ans qui est en pleine croissance et qui est un ado et qui mange beaucoup plus. Voilà, dans ces cas-là, on apporte à chacun ce dont il a besoin. Donc, sortir des comparaisons, ça veut aussi dire sortir de l'égalité et penser à l'équité, c'est-à-dire à ce dont chacun va avoir besoin. Typiquement, s'il y en a un qui est plus petit que l'autre, peut-être qu'il aura besoin d'une chaise plus haute, tout simplement. Vous voyez, donc moi j'aime cette image que vous avez peut-être déjà vue pour illustrer cette équité, de 3 personnes de taille différente derrière une barrière qui veulent voir le match qui se passe de l'autre côté. Et en fait, si on donne une petite marche à chacun, il y en a un qui est beaucoup trop grand parce qu'il pouvait voir au-dessus de la barrière sans marche du tout, l'autre qui, malgré la petite marche, reste en dessous de niveau, et l'équité, ce serait d'avoir une double marche pour le plus petit, une marche petite pour le moyen et pas de marche du tout pour le petit, pour le grand, pour que chacun soit au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ce serait l'équité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun puisse avoir les mêmes possibilités, mais pas avec les mêmes moyens. Et nous, en tant que parents, on fournit les moyens. Et donc, si on se focalise sur le fait que chacun ait la même petite caisse, parce que comme ça, ils vont pas dire pourquoi lui il a ça et pas moi, eh bien, on entretient cette comparaison et finalement, en plus, on n'apporte pas à nos enfants ce dont ils ont chacun besoin. Okay ? Alors bien, maintenant, comment on fait pour réellement sortir de cette égalité ? C'est pas évident, d'accord ? Mais c'est assez fondamental. D'ailleurs, dans Frères et sœurs sans rivalité de Faber et Maslich, il y a une phrase de Haïm Ginott que j'aime beaucoup qui dit « Bien qu'ils semblent vouloir exactement les mêmes choses, ils ne le veulent pas vraiment. » Bien qu'ils semblent vouloir exactement les mêmes choses, ils ne le veulent pas vraiment. Et pourquoi ils ne le veulent pas vraiment ? Parce que chacun de nos enfants, comme chaque être humain, a envie d'être reconnu pour ce qu'il est lui. Il a envie d'être unique, il a envie d'avoir de l'importance. Il n'a pas envie d'être géré comme un autre dans un paquet et que tout le monde est pareil. Il a envie qu'on le voit lui. D'accord ? Donc,
La clé pour ça, c'est de réussir à traiter notre enfant comme s'il était unique. À chaque fois, de revenir à lui. Et même quand lui, il nous parle de l'autre, on va essayer de revenir à lui. On essaye d'entendre ce qu'il nous dit et de revenir à ce qu'il dit lui. Par exemple, mais pourquoi ma sœur elle a encore un copain et moi j'en ai jamais, c'est toujours des copains de ma sœur qui viennent à la maison et c'est jamais les miens. Là par exemple, c'est lui qui fait la comparaison et nous, au lieu d'essayer de justifier en disant mais non, regarde, elle a un copain mais elle n'en avait pas eu depuis 2 mois, on va plutôt répondre en écoutant ce qu'il nous dit et en répondant à ce qu'il vit lui. C'est-à-dire, par exemple, t'aimerais recevoir plus de copains? Ah oui, t'aimerais inviter qui, toi? Etc., etc. Sans plus parler de sa sœur. Le plus possible. Vous voyez, on essaye de recentrer sur l'enfant lui-même. C'est ça qui compte. Il a besoin d'être entendu, lui, pour lui, par rapport à lui, et pas par rapport à sa sœur. Je sais que c'est pas complètement évident et que ça demande un petit peu de temps et d'entraînement, mais je vous assure que ça peut réellement changer l'ambiance. De plus, au-delà de l'écoute de nos enfants et de comment on peut réagir à ce qu'ils nous disent, il y a aussi nos comportements qui implicitement vont vers une recherche d'égalité en fait, tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire autrement et qu'on a l'impression que c'est ça qui va éviter la dispute. La fois prochaine, je vous donnerai ma lecture et des options autres dans un cas très précis, celui d'une maman qui m'a écrit, une maman qui suit la formation En finir avec les disputes dans la fratrie, qui est donc déjà dans une démarche de sortir des comparaisons pour baisser un petit peu la rivalité entre ses enfants. Et elle m'envoie cette anecdote concrète où elle est dans une situation où elle se rend compte le soir qu'il n'y a pas assez de céréales pour les 2 enfants le matin. Et donc pour éviter la dispute du matin, elle sépare les céréales en 2 pots égaux. Comme ça, elle est sûre qu'elle évite les drames. En fait, ce qu'elle dit, c'est « je sens bien que dans ces cas-là, j'entretiens le principe de l'égalité, mais je ne vois pas comment faire autrement ». Et je comprends très bien qu'elle ne voit pas comment faire autrement, puisque c'est comme ça qu'on a appris. Voilà, donc ce sera le cas dont on parlera la fois prochaine, dans le prochain épisode. Abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater. En attendant, j'espère que cette réflexion autour de la comparaison et de l'égalité vous aura aidé pour baisser la rivalité dans votre famille si c'est quelque chose auquel vous faites face et partagez cet épisode avec d'autres parents pour qui vous pensez que ça pourrait être utile. À très bientôt!